Nous sommes au milieu de novembre 1941. Les Allemands achèvent de boucler Leningrad, relancent leur offensive sur Moscou et continuent à progresser très fort dans le sud, en Crimée, avec les troupes roumaines qui sont en quelque sorte à l'avant-garde de cette offensive méridionale. Et c'est parce que les Roumains jouent un rôle important à ce moment-là que nous sommes avec Lili Marcou, qui est d'origine roumaine, mais qui est une historienne de l'époque stalinienne, qu'elle a connue, j'allais dire, au sein, puisqu'elle a écrit un livre bouleversant, il y a une dizaine d'années, qui s'appelle « Une enfance stalinienne », où elle raconte comment elle a connu 2 persécutions successives, comme juive par les nazis, comme bourgeoise par les communistes. Mais vous n'aviez que 5 ans, 6 ans, vous vous rappelez encore? Ah oui, ça m'a marqué. Je pense encore aujourd'hui à quel point cette période a été forte pour moi. Parce qu'en 1941, j'ai 5 ans, et c'était le moment où l'invasion de la Russie se préparait. C'était dans la ville où je suis née, à la frontière, dans le nord, à Iași. Et je vois encore ce déploiement de SS qui nous encerclaient. Chaque famille juive devait loger un officier SS parce qu'on était censé d'envoyer des signaux aux bolcheviks. Donc il fallait garder bien les juifs. Et à ce moment-là, est organisé un pogrom à l'insu d'Antonescu, avec les légionnaires, les Allemands, qui organisent à la fois le pogrom et les trains de la mort, 2 convois qu'on envoie comme ça dans la nature, et les gens meurent d'asphyxie et de manque de soif et de manque de nourriture. Et mon père y était. Donc ça a marqué, évidemment, j'ai eu la chance de voir mon père revenir, mais il était déjà une épave, et ces récits m'ont pourchassé toute ma vie. Et l'autre moment fort, c'est 1944, où l'armée rouge arrive. Alors, comme je suis à Iași toujours, l'armée rouge arrive, donc ce n'est pas une histoire que j'ai appris par les livres, je me suis couchée avec les Allemands dans mon jardin, et je me suis réveillée avec les Russes. Et ça a été la grande fête, le grand bonheur, une joie formidable que je n'oublierai jamais. Eh bien, on va voir d'abord les actualités allemandes, donc, et vous remarquerez que non seulement il va y avoir des sujets sur la vie en Allemagne, comme au tout début de la guerre, et je dirais des sujets sur la campagne de Russie, bien entendu, mais que les actualités se terminent à nouveau par la lutte contre l'Angleterre, comme si cette victoire immédiate qu'attendaient les Allemands n'a pas lieu, et pour le cacher, on revient à l'ennemi principal, l'anglais. Et c'est le signe, Goebbels a bien compris, que la campagne de Russie n'est pas vraiment gagnée. Ein Gruß aus Stuttgart. Die Obsternte im Schwäbischen Land war auch in diesem Jahr gut und reichlich. Die Bauern bringen das Obst in großen Mengen zur Sammelstelle, wo der Reichsnährstand für den Versand Sorge trägt. Äpfel für den Weihnachtstisch. Im Berliner Rathaus fand eine Feierstunde für den Altmeister der Berliner Operette, den Komponisten Paul Linke, statt, der in diesen Tagen seinen 75. Geburtstag beging. Im Auftrage des Führers überreichte ihm Reichsminister Dr. Goebbels die Goethe-Medaille.
Der kommissarische Oberbürgermeister der Reichshauptstadt, Ludwig Steg, legt Paul Link, der an diesem Tage zum Ehrenbürger der Stadt Berlin ernannt wurde, die goldene Ehrenkette um. Eine Auszeichnung, die nur den um die Reichshauptstadt besonders verdienten Männern verliehen wird. Am Abend dieses Tages wurde im Theater des Volkes Paul Linkes bekannteste Berliner Operette Frau Luna vor verwundeten Soldaten und Rüstungsarbeitern aufgeführt. Hier lagert Tabak für 800 Millionen Zigaretten. Aufbereitung des Tabaks für die Fabrikation. Der aufbereitete Tabak wird durch Saugluft entstaubt und einem Mischkarussell zugeführt. In diesem Mischkarussell werden nach einem genauen Rezept 32 verschiedene Tabaksorten aus dem Orient und dem Balkan gemischt. Die nächste Etappe ist die Schneidemaschine. Die Tabakblätter werden hier zu feinen Streifen geschnitten. Die eigentliche Fabrikation beginnt. Eine unendliche Zigarette. Im Bruchteil einer Sekunde ist sie zerschnitten. Diese Maschine liefert täglich 500.000 Zigaretten. In der Packmaschine, alles geht automatisch. So werden allein in dieser Fabrik täglich 10 Millionen Zigaretten hergestellt. 60% davon gehen an die Front. An der finnischen Front. Marschpause in Ostkarelien. General Feige zeichnet besonders bewährte finnische Soldaten mit dem Eisernen Kreuz aus. Nach der Eroberung von Enislina wird Ostkarelien planmäßig von den Bolschewiken gesäubert. Die Sowjets haben sich in den dichten Urwäldern festgesetzt. In vielen Einzelgefechten müssen sie aus ihren Stellungen herausgeholt werden. Wieder ist in erbittertem Kampf Mann gegen Mann ein Widerstandsnest ausgeräuchert worden. Die überlebenden Bolschewiken gaben sich gefangen. Ein schmaler Waldpfad ist freigekämpft. Die Truppe rückt weiter vor.
im Raum um Leningrad. Die Flussbrücken, über die der deutsche Nachschub geführt wird, werden jetzt durch mächtige Eisbrecher gesichert. Die Holzkonstruktionen werden mit schweren Feldsteinen ausgefüllt. Frischfleisch für einen Schlechtereizug. Es handelt sich zum großen Teil um herrenloses Schlachtvieh, das in zerstörten Dörfern hungernd umherirrte. Neue, warme Wintersachen für die Front sind eingetroffen. Sie werden sofort von gefangenen Bolschewiken in Lastkraftwagen umgeladen. Und hier Verpflegung für die kämpfende Truppe vor Leningrad. Diese Winterquartiere schützen gegen die Kälte. Ein Schneebad ist eine gute Abhärtung. Neue Schafpelze. Auch für den Winter geschieht, was geschehen kann. Weiße Tarnhemden für den Kampf im Schnee. Ausrüstungen für Posten und Beobachter. Ce qui est terriblement frappant ici, c'est la force de la propagande de Goebbels, parce qu'on prépare l'encerclement de Leningrad. Nous savons maintenant ce qu'a été ce siège de Leningrad pour les citoyens soviétiques, et la propagande montre pour la population allemande, évidemment, que malgré l'hiver russe, qu'on sait très dur, et qui nous a fait perdre quand même la bataille de Moscou, nous sommes munis. Il y a énormément de viande, il y a énormément de bois, et il y a surtout énormément de fourrure. Alors là, je trouve ça assez fort comme moyen de l'image qui prépare la population. Et puis surtout, ce qui m'avait frappé, mais ça, il faudrait vraiment le rappeler, c'est la notion de bolchevique. On entend que les prisonniers bolcheviques, les bolcheviques se battent, les bolcheviques se rendent. On n'entend jamais russe ou soviétique. Alors, il faut rappeler que lorsque les Allemands ont envahi l'URSS, leur tract disait à la population soviétique, que ce soit des Biélorusses, des Ukrainiens, des Lituaniens, n'ayez pas peur, nous sommes là que pour tuer les Juifs et les bolcheviks. Et en effet, ce qu'on voit dans ce document, c'est cette notion de bolchevique qui arrive tout le temps, et lorsqu'ils trouvent un groupe de Juifs, c'est vraiment l'image raciste à l'apogée, parce qu'on parle d'échantillonnage, et on nous montre les têtes de chaque individu qui porte le stigma d'être juif. Alors ça, c'est très fort. En fait, sur le premier point, c'est d'autant plus de la propagande qu'on le sait depuis, les Allemands ont manqué de moufles et de fourrures. Ils ne pensaient pas que la campagne durait si longtemps, dans leur arrogance de vainqueurs qui étaient sûrs de l'emporter dans quelques semaines. Et sur le front de Moscou, là on nous montre Leningrad, mais sur le front de Moscou, ils ont claqué de froid. Oui, et ils disent quand même, et ça donne la mesure à quel point cette bataille a été un échec, parce qu'ils disent, malgré tout, la bataille de Moscou, c'est pas sûr qu'elle soit gagnée. Oui.
Et alors, pour les Finlandais qu'on a vus juste avant, il y a un mot à dire. Les Finlandais ont arrêté leur offensive parce qu'ils ne pouvaient plus pousser. Ils ne veulent pas pénétrer trop en Russie. Et Hitler a peur qu'ils les lâchent. Et il se passe quelque chose qu'on ne sait pas, et qui est très significatif, que Hitler sent bien que la campagne tourne mal, c'est qu'il dit à l'ambassadeur de Finlande que la péninsule de Kola dans le nord, Mourmansk, etc., c'est pour la Finlande, pour encourager les Finlandais à continuer à se battre, alors qu'en fait, en juillet, dans un comité secret, il avait dit Mourmansk, la péninsule de Kola, etc., c'est pour nous. Et ça, c'est le signe qu'il faut commencer à négocier. Et pourtant, on n'est qu'en novembre 1941. Et il pense encore gagner la guerre, Et il pense évidemment. encore gagner la guerre. Vor Moskau. Angriff auf eine tief gegliederte Stellung der Bolschewiken nördlich von Moskau. Sie gehört zum äußeren Verteidigungsgürtel der sowjetischen Hauptstadt und ist stark befestigt. Infanterie- und Sturmpioniere sind hier ganz auf sich selbst gestellt. Schritt um Schritt arbeiten sich die Kompanien gegen ein Dorf vor. Die ersten Bolschewiken kommen heraus. Noch aber ist der Kampf nicht entschieden. Am anderen Ende des Dorfes verteidigen sich die Sowjets umso zäher. Unsere Infanterie hat den Widerstand gebrochen. Auch diese als Bauernhäuser getarnten Bunker wurden in kühnem Ansturm bezwungen. Blick aus einem Bunker auf das Vorgelände, das von hier aus mit MGs weithin beherrscht wurde. Panzerabwehrgräben, Laufgräben zwischen den Bunkern. Holzsperren und schwere Höckerhindernisse. Nichts konnte die deutsche Infanterie aufhalten. Hier die Spuren der bolschewistischen Niederlage. Kilometer vor Moskau. Eine Partie als willkommene Beute. Vormarsch auf der Rollbahn. Selbst hier, nicht weit vor der sowjetischen Hauptstadt, sind auch die Straßen erster Ordnung in einem unbeschreiblichen Zustand. Gefangene müssen mithelfen, die Fahrbahnen notdürftig instand zu halten. Immer wieder gibt es neuen Aufenthalt. In diesem Lehm und Dreck droht alles stecken zu bleiben. Die Front wartet auf Munition und Verpflegung. Es muss geschafft werden und es wird geschafft. Unter schwersten Strapazen wird das Material nach vorn gebracht. Der Transport jeder Granate, jeden Geschosses kostet viel Schweiß und Mühe. Die Soldaten des Nachschubs vollbringen hier einzigartige Leistungen. Besonders eiliges Nachschubgut wird von Transportflugzeugen übernommen. Der Reichsarbeitsdienst hilft beim Verladen mit.
über die völlig verschlammten Straßen. Treibstoff für unsere Panzer. Am Südabschnitt der Front. Flug über Charkow. Unter uns riesige Industriewerke. In Charkow lag ein großer Teil der sowjetischen Rüstungsindustrie. Der Verlust dieser Stadt hat die Sowjets besonders schwer getroffen. Landung mitten in Charkow. Unmittelbar neben den Industriepalästen stehen die elenden Lehmhütten der Arbeiter, die von den bolschewistischen Machthabern in brutalster Weise ausgenutzt wurden. Als Lohnsklaven hatten sie nur zu schuften. Ohne jede soziale Fürsorge vegetierten sie dahin und lebten noch schlimmer als das Vieh. Mit den vorrückenden Truppen ist auch die Frontzeitung sofort zur Stelle. Die neueste Nummer der Frontzeitung. Auch die Bevölkerung bekommt ihr Nachrichtenblatt. Eine Eisenbahnbrücke über den Dnepr, deren Mittelstück von den Sowjets gesprengt worden war, wird von unseren Eisenbahnpionieren wiederhergestellt. Fertige Kriegsbrückenteile werden montiert. Unsere Pioniere sind Tag und Nacht im Einsatz, um der Truppe möglichst schnell einen neuen, wichtigen Nachschubweg zu erschließen. In kurzer Zeit ist das Werk vollendet, dessen Bau einst Monate und Jahre dauerte. Der Marsch der Gefangenen aus den gewaltigen Vernichtungsschlachten ostwärts des Dnepr scheint endlos. Eine besondere Auslese von Juden. Dort unten wälzt sich der endlose Zug der gefangenen Bolschewiken immer weiter nach Westen. Das sind die Bundesgenossen Churchills, die christlichen Soldaten Roosevelts. Truppentransport auf dem Dnepr. Auf großen Schleppkähnen geht es nach Süden, zur Küste des Schwarzen Meeres. Auf ihrer Rückfahrt nehmen die Schleppzüge verwundete deutsche Soldaten mit. Man erspart ihnen damit den beschwerlichen Transport über die verwahrlosten sowjetischen Straßen. Hier kann man sich noch sonnen. Kampf um die Krim. Eine Radfahrschwadron im Vorrücken auf Simferopol. Diese Fabrik hatten die Sowjets in eine Festung verwandelt.
Sie wurde von unserer Artillerie zusammengeschossen und dann von der Infanterie im Sturm genommen. Und hier zwei sowjetische Panzerzüge, die von Feldhaubitzen, Flakartillerie und Panzerjägern vernichtet wurden. Bukarest, der Hauptstadt Rumäniens, fand eine Siegesparade der Odessa-Kämpfer statt. König Michael dekoriert die Fahnen der siegreichen Regimenter. Generalfeldmarschall Keitel, der im Auftrage des Führers der Parade beiwohnte. Oui, ces images sont accablantes pour le roi Michel, d'autant plus qu'aujourd'hui, il revient un peu sur le devant de la scène. Depuis la chute de Ceausescu, il revendique son trône et l'opposition au gouvernement de Petru Roman l'appelle. Donc ces images, aujourd'hui, si on le montre en Roumanie, je pense que c'est pas très bon pour lui. Mais restons historiens, il est jeune, il est prisonnier de la dictature d'Antonescu. Et donc, on ne peut pas le juger, l'histoire ne pourra pas le juger, me semble-t-il. Mais quand je dis cela, je le pense autant pour 3 ans plus tard, lorsque la Roumanie, d'une façon fabuleuse, va retourner ses armes. C'est une opération de haute politique faite par l'entourage, par la classe, les dirigeants vraiment de la classe politique roumaine. Et à ce moment-là, ça s'est fait au nom du roi. Mais je ne pense pas qu'il est pour grand-chose en 1944 comme il n'est pas pour grand-chose en 1941. Offiziere, die sich bei der Eroberung Odessas besonders auszeichneten, werden zu Rittern des Michaelordens geschlagen. Staatsführer Marschall Antonescu. Die Sieger von Odessa. Ehrenformationen der deutschen Wehrmacht. Bei unseren Soldaten in Afrika. General Rommel zeichnet verdiente Männer des deutschen Afrikakorps aus. Der Ehrentag der Kameraden ist ein Festtag für alle. Es gibt Gazellenbraten. Die Fliegen sind hier eine wahre Landplage. Nun langt's aber.
ist das Speisezimmer fliegenfrei. Der Kriegsberichter hat dafür doppelt zu leiden. Sieben mal 7 auf einen Schlag. Die Fliegen werden weniger. Wie muss das erst im Hochsommer gewesen sein? An der Kanalküste. Zerstörer und Torpedoboote laufen zur Sicherung eines deutschen Geleitzuges aus. Ein Teil des Geleitzuges. Sein Ziel ist ein Hafen an der französischen Atlantikküste. Im Kanalgebiet sichern auch Zerstörer zur Luft den Transport und melden schon von weit her das Herannahen feindlicher Streitkräfte. Im Zusammenwirken mit unseren Unterseebooten soll ein englischer Geleitzug angegriffen und zersprengt werden. Die Maschinen sind mit Bomben schwer beladen. Feindliche Küste. Geleitzug in Sicht. Maschinen klar zum Angriff. Ein britisches Bordflugzeug. Der erste Frachter wird angegriffen. Wieder und wieder wird der Geleitzug angeflogen und mit Bomben und Bordwaffen bekämpft. Positionsmeldung an die Unterseeboote. Was den Bomben der Flieger entgeht, sollen sie mit ihren Torpedos vernichten. Der Kampf gegen die britische Versorgungsschifffahrt geht unentwegt weiter. England wird seinem Schicksal nicht entgehen. Bien, revenons aux Roumains.
à leur rôle pendant la campagne de Russie, au moins en 1941. Quel était cet engagement? Il est assez important, et dès 1941, parce qu'ils rentrent en même temps que les Allemands, avec 30 divisions, ce qui me semble beaucoup. Et dans un premier temps, la classe politique pense qu'il s'agit simplement de reprendre la Bukovine et la Bessarabie annexées par Staline un an avant. C'était la condition pour laquelle les partis historiques ont donné le feu vert à Antonescu. Mais l'engagement d'Antonescu vis-à-vis du Führer était outrement plus important. Et comme c'est la dictature, il fait ce qu'il veut et il continue jusqu'à Stalingrad où il engage 15 divisions qui ont été anéanties. Mais il participe énormément dans cette campagne méridionale, c'est eux qui ont conquis Odessa. Il participe au siège de Sébastopol et à la conquête de la Crimée. Et grâce à ces faits d'armes, Hitler leur accorde, en plus de la Bukovine et de la Bessarabie, une province qui couvre entre le Dniestre et le Boug, qui Antonescu a baptisé Transnistrie. Et qui maintenant, les russophones, pour revenir à l'actualité, appellent la République du Dniestre parce que c'est là qu'ils se trouvent les Russes par rapport aux Roumains qui se trouvent autour de Kishinev dans la République moldave. C'est bien compliqué, les gens ne connaissent pas tellement la géographie de cette région. Oui, c'est très compliqué, mais à l'époque c'était encore plus compliqué parce que cette Transnistrie devenait roumaine et des historiens roumains qui travaillaient pour le régime essayaient de montrer que depuis toujours il y avait des princes moldaves qui ont régné sur cette terre russe, absolument russe. Or, ils ont revendiqué aussi Odessa, qu'ils ont pillé et il semble qu'il restait une ville intacte malgré ce pillage. Oui, ça, je l'ai vu, puisque j'étais à Odessa l'année dernière, et je me suis un peu interrogé, parce qu'on ne comprend pas. Aux actualités, on voit toute la ville est détruite. En fait, ce ne sont que les pourtours de la ville, et l'explication, les habitants d'Odessa me l'ont donné, c'est tout simple. Les Roumains, voulant annexer Odessa, n'ont pas voulu la détruire. Et l'année d'après, quand les Russes ont voulu la reconquérir, ils n'ont pas voulu la détruire non plus. Donc Odessa demeure une ville superbe. Oui, tandis que cette Transnistrie dont je parlais était une terre de dévastation parce que c'est là que les Roumains ont construit des camps et ont déporté les Juifs de Bessarabie, Bukovine, d'Odessa, de toutes ces terres conquises par les Roumains et les combattants antifascistes de Roumanie. Autrement dit, ça voudrait dire que Antonescu et les Allemands et les Roumains ensemble ont persécuté les Juifs des régions annexées alors qu'ils avaient un peu protégé les Juifs de Roumanie proprement dite. Ah oui, même beaucoup, parce qu'Antonescu s'est opposé directement à Hitler en lui disant les Roumains ne sont pas pour la solution finale. Et votre père a bien été emporté. Oui, il a été dans le train de la mort organisé par les Allemands et des légionnaires locaux sans l'accord du pouvoir central. Ça, c'était des faits de guerre qui se passaient localement. Mais Antonescu s'est toujours opposé, et ça va rester dans l'histoire. Moi, j'ai lu les minutes de son procès où le chef de la communauté juive et le rabbin est venu pour témoigner pour lui en disant il nous a sauvés, il ne nous a pas envoyés à Auschwitz. Ça c'est valable pour la Moldavie et la Valachie, ce qu'on appelait à l'époque le royaume. Mais les Juifs de Russie, de Bukovine, eux, ils n'étaient pas exterminés dans les chambres à gaz, mais ils étaient dans des camps de concentration. Bien, et on va voir maintenant un autre monde, c'est celui de la Russie, et on va voir quelque chose de tout à fait inédit, c'est le gouvernement sans Staline qui se transporte à l'arrière du pays, à Samara, où le congrès va s'ouvrir et où on va entendre pieusement un discours de Staline. Et qui s'appelait à l'époque Kuybyshev. Et qui s'appelait Kuybyshev. Ноября во Дворце культуры состоялось торжественное собрание актива города Куйбышева, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. На собрании присутствовали члены правительства, члены Центрального комитета партии и представители дипломатического корпуса. С напряженным вниманием собравшиеся прослушали по радио
доклад товарища Сталина на торжественном заседании Московского городского совета депутатов трудящихся. Подъемом и воодушевлением собрание приняло текст приветственного письма вождю партии и народа, товарищу Сталину. C'est une image fabuleuse parce qu'on a très peu de documents sur le gouvernement à Kuybyshev et cette image prouve encore, s'il le fallait, que Staline n'est pas là. Staline est à Moscou où il fait à ce moment-là deux discours qui marquent l'histoire de la guerre, le discours de 6 novembre et de 7 novembre. De 6 novembre, c'est un discours plus long à la station de métro Mayakovsky où il reconnaît pour la première fois que nous n'avons pas assez de munitions, pas assez d'armement, pas de chars, pas d'avions, et que si l'armée soviétique, pour l'instant, elle est en perte de vitesse, c'est à cause de cela, et aussi à cause, bien sûr, du fait que le second front n'a pas encore été ouvert. C'est une demande que les soviétiques ne cesseront de la formuler au fil de ces 4 années de guerre. Mais aussi, dans ce discours de 6 novembre, Staline dit une chose étonnante. Nous voulons faire une guerre de libération, nous allons aider les peuples slaves de se libérer eux-mêmes, mais jamais nous n'allons pas intervenir dans leur vie intérieure. Bien sûr, les choses se sont passées bien autrement après 47-48. Et puis il y a le discours de 7 novembre qui est fabuleux et tragique en même temps parce qu'il se passe sur la place rouge où Staline passe en revue l'armée qui part de là directement sur le front qui n'était qu'à quelques kilomètres de Moscou. Et là, pour la première fois, ce n'est pas au nom du parti qu'il rassemble, mais c'est l'évocation des grands faits de guerre. Il rappelle Kutuzov, Subourov, Pojarsky, Minin, tous les grands noms de la Russie ancestrale. Et ce n'est qu'à la fin que dit bien sûr que le drapeau de Lénine vous rassemble. Дней у далеких берегов Ледовитого океана доблестные бойцы Красной Армии защищают советские земли. В условиях суровой природы Севера проходит боевая жизнь воинских подразделений. День и ночь прощупывают эфир звукоулавливателей. Внимание! Приближаются самолеты противника. В ответ на речь вождя народов товарища Сталина работницы трикотажной фабрики имени 8 марта повысили производительность труда. В Стахановке Вера Маштакова, Юля Медникова, Нюра Буянова
и весь коллектив фабрики обязались изготовить в неурочное время 400 штук теплых вещей в подарок бойцам Красной Армии. Патриотки сдержали свое слово. Теплые вещи отправляются на фронт. Чрезвычайный посланник и полномочный министр Греции господин Пипинельс вручает свои верительные грамоты председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Ивановичу Калинину. Образцовое выполнение боевых заданий командования по обороне рубежей Черного моря от немецко-румынских банд правительством награжден ряд краснофлотцев орденами Союза. Член военного совета Черноморского флота вручает награды. Отважные сыны Родины, славные черноморцы, свято храните боевые традиции патриотов-черноморцев. Беспощадно истребляйте врага на всех рубежах. С нами великий Сталин. Победа будет за нами. Lili Marcou, est-ce que ces images vous rappellent cet officier russe qui vous a pris à 5 ans dans ses bras? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que leur propagande, parce qu'il s'agit en dernière instance de cela, est très différente de la propagande allemande. On voit beaucoup le peuple qui participe à l'effort de guerre, le gouvernement, toutes sortes de personnages. Et je remarque que pour cette période, le culte de la personnalité, par rapport à ce qu'il va donner après 1945, il est plus ou moins estompé. On ne voit pas Staline et son discours historique de 6 et 7 novembre. On le voit d'autant moins qu'il est à Moscou, resté seul, et que Hitler ne peut pas imaginer, il le dit, c'est pas moi qui le suggère, que réfugiés à Kuibychev, enfin Samara, sur la Volga, les Russes pourront jamais mener la moindre défense valable, et il est loin d'imaginer, Hitler, que cette défense, c'est pas seulement une défense, c'est une contre-offensive qui se prépare. Merci Lili Marcou pour votre éclairage tout à fait nouveau sur cette partie du front et les Roumains pendant la guerre. Merci à vous.